à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin. Dans cette vidéo, une forme de dégradation sur les cours. On va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça pourrait venir par rapport à cette précipitation vendeuse. Est-ce que c'est côté des mineurs? Est-ce que c'est peut-être plutôt côté de la SEC et de Binance par rapport au procès qui s'est ouvert? Enfin, c'est pas vraiment un procès, plutôt une conciliation qui s'est ouverte hier. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Est-ce que ça peut avoir un impact décisif sur le cours de nos crypto-actifs préférés? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo et on ira un petit peu plus loin. On fera un petit peu d'unchain par rapport à des fractales qu'on a pu reconnaître dans le passé, notamment en 2019, sur cet intercycle dans lequel on se trouve. En tout cas, c'est dans cette dynamique-là psychologique que je suis actuellement, plutôt dans un intercycle. Et si on est bien dans un environnement institutionnel, alors il faut s'attendre à un sell-off. Ce n'est jamais différent et peut-être qu'on est en train de le vivre actuellement. Dès lors, des opportunités vont se créer. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte depuis début septembre. Tous les liens seront dans la description. Je vous invite à aller regarder la vidéo et venir découvrir les services que je propose, l'Académie des rois. On va parler Bitcoin. On achète sur des trendlines baissières et on vend ou on prend des shorts sur des trendlines haussières. Honnêtement, plutôt pas mal ce qu'on avait essayé d'entreprendre il y a quelques semaines en arrière. On avait mis 2 gros points d'alerte ici. Point d'alerte qui est aussi une confluence avec une poche de liquidité qui se trouvait depuis les 48 000 $. C'était en mars 2022, ça a été pris avec une petite mèche réintégration, avec un événement de liquidité qui a été vendu, by the rumor, c'est the news. Ça tend à venir encore une fois se confirmer. On a déjà perdu plus de 20% depuis l'annonce des ETF au comptant Bitcoin, avec BlackRock, Fidelity, ARK Invest, JBTC, Grayscale et j'en passe. Est-ce que ça va continuer à se dégrader? Tout porte à croire qu'on pourrait aller chercher des trendlines haussière ici, et on achètera des trendlines baissières, et on achètera des trendlines baissières, tout simplement. Donc on peut venir de façon assez rapide et franche aux alentours des 630 trillions de $, ce qui correspondrait à peu près aux 36 000, 35 000 $. Également une confluence avec les 0,382, 0,5 de tout le précédent mouvement, et qui pourrait éventuellement encadrer une vague 2, une grande vague 1, vague 2, pour aller chercher une grande vague 3 et relancer ce bull run. Mais on va rentrer un peu plus précisément dans ces détails-là. Bon, on a cassé le range par le bas. Je rappelle toujours la même chose. Ici, il y a une émotion qui s'est créée, une confirmation qui s'est créée, puisqu'on avait un range, alors je ne vais pas forcément le mettre ici, je vais plutôt le mettre là, entre les 40 200 $ et ici les 44 600, 700, allez, 45 000 $. On vient de casser par le bas, dès lors, confirmation, émotion, confirmation. On attend maintenant une bougie, puisqu'on se trouve en délit d'acceptation, pour possiblement jouer l'accélération. Et il faut savoir que dans ces flux baissiers, si tant est de l'observer, on est en train de le vivre, généralement il y a un flux baissier, puis une remontada, ce qu'on peut aussi appeler un dead cat bounce pour aller chercher toute la liquidité qui s'y trouve. Il y a des poches de liquidité, on le voit très bien sur l'order flow. Généralement les grosses baleines, si elles veulent sortir, elles vont chercher ces clusters de liquidité qui se trouvent entre les 44 000 et 45 000 $, jusqu'à preuve du contraire, puis un deuxième magnifique flux baissier pour faire une ABC qui se transformerait en flat, on en a parlé hier, pour aller chercher une 2, ou ça, entre les 0,5 et les 0,618 de tout le précédent mouvement, target d'Hermès, plutôt baissière ici, 32 000 $. On l'avait dit il y a quelques semaines, il est fort à parier qu'on puisse retrouver du Bitcoin en dessous des 40 000 $, nous y sommes. À ce moment-là, est-ce qu'on agit? On attendra des réintégrations. On peut continuer à observer ce Bitcoin se dégrader, se déprécier. On a cassé des trendlines haussières ici. C'est pas très bullish, je pourrais être tout à fait honnête avec vous. On n'a aucune sorte de consolidation sur des time frames en daily ou en 4 heures. C'est plutôt baissier, donc on attendra ces réintégrations si on veut potentiellement essayer et tenter de jouer les creux. Et actuellement, c'est pas forcément des creux, puisque on ne le voit pas, on ne le constate pas. Il faudra avoir un retour au niveau des acheteurs sur ces niveaux de valorisation. Et actuellement, plutôt baissier. On tente de prendre des profits. Des informations assez intéressantes. Côté macroéconomie, on aura le PIB de l'Europe la semaine prochaine. Cette semaine, il y a quelque chose qui est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. C'est le PIB, mais cette fois-ci des États-Unis au niveau du T4. Il est attendu donc pour jeudi 25, actuellement 2%. Et si on prend 2,2%, c'est directement relié à la fête d'Atlanta par rapport à ses prédictions. 2,2, on était à 4,9, puis 2,2. Et la question de savoir, est-ce qu'on commence à avoir une traîne ou une tendance qui va passer
peut-être en récession, et à ce moment-là, partez du principe qu'on en a déjà parlé, que le marché ne l'a pas encore pricé, et on pourrait prendre du moins 25%, voire du moins 30%, et nos cryptoactifs préférés ne feront pas exception à la règle, comme Bitcoin ne fera très probablement pas exception à la règle, qui nous donnerait tout simplement des objectifs de prix beaucoup plus bas pour pouvoir se positionner avec de mauvaises nouvelles. Et c'est clairement ce qu'on attend, tout simplement. PCE Core également, donc tout ça, ce sera extrêmement catalysé et visionné notamment pour des futures prises de décision vis-à-vis de la Fed. On regardera ça avec la plus grande attention, une semaine relativement chargée, et on continue les résultats d'entreprise tout au long de la semaine jusqu'au 15 février. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. On n'est pas très en deçà des consensus. En tout cas, il n'y a pas de réelles choses qui sont alarmantes, mais les plus grosses, notamment au niveau de la tech, ce qui pourrait nous concerner le plus, c'est début février, donc on a encore une semaine de sursis, avant peut-être d'observer et de visualiser une douloureuse. Le marché l'aura très probablement déjà pricé, mais actuellement sur les indices, on ne le voit pas. Donc plutôt bullish, puisqu'on fait de nouveaux sommets sur de nouveaux sommets sur de nouveaux sommets, quels que soient les indices boursiers que nous sommes en train d'observer. Côté Total Market, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. On est plutôt en train de voir ce marché se dégrader. Et, alors c'est des toutes petites corrections, hein. On ne parvient pas à aller chercher ce premier arrêt, et si on regarde de plus précisément, notamment du côté d'Ethereum, c'est pas très joli ce qui est en train de se passer, mais il y a des bloqueurs qui sont en train de se mettre en place. Réintégration du range précédent, on réintègre sous le premier arrêt de tout le mouvement précédent, on vient chercher des para-range ici sur les 2300$, ça peut être des plays pour éventuellement essayer de se positionner, puisque des vendeurs à découvert tenteraient de prendre des profits sur des... alors pas des couvertures de short, mais sur des rachats de short, sur des rachats de shorts qui seront en fait une pression acheteuse sur le marché. Et c'est clairement ici qu'on peut commencer à prendre des profits, évidemment. Vous avez des déséquilibres de marché, ils tenteraient d'être comblés. Et côté gap, on l'avait vu ensemble, c'est bon, il a complètement été comblé, complètement été validé. Donc c'est formidable, celui-ci, on peut l'enlever. Décembre 2023, ciao, merci pour ta participation. Et après, c'est beaucoup plus bas, sous les 30 000$, puis les 27 000$, voire les 20 000$. Est-ce qu'on ira? J'en ai pas la moindre idée, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais partez du principe que ici, j'agirai, et j'agirai même un tout petit peu avant, on l'avait dit ensemble, aux alentours des 27 000, 28 000$, en fonction de la réaction du prix, du momentum à ce moment-là, il faudra bien sûr agir, puisque beaucoup de très gros portefeuilles se sont positionnés sur ces niveaux de valorisation, et un test de cassure n'est jamais très éloigné de la réalité. Tout simplement. Bon, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On revient sur cette magnifique trendline haussière au niveau d'Ethereum, donc possiblement considérée comme un test de cassure. On est en train de la travailler, qui est une confluence avec nos para-range. Est-ce qu'on peut la jouer? Oui, complètement. On pourrait le considérer presque un petit roi typique de flux, si vous voulez. On pourrait étendre le premier arrêt du précédent mouvement, non pas du tout le précédent mouvement. Formidable, nous y sommes à quelques points près, donc juste ici aux alentours des 2270$. Ça peut être super intéressant d'aller jouer de l'Ethereum, puisqu'on retrouve une forme de dominance par rapport à Ethereum Bitcoin depuis les acceptations des ETF au comptant. Pas plus de choses à dire, on va le confirmer ensemble. On a travaillé en fait cette petite oblique ici. Alors je reste sur des petites time frames, on pourrait passer en weekly. Mais c'est intéressant de l'observer. On avait fait une magnifique remontada côté Ethereum. On est en train de chercher, de tester et faire un tout petit pullback. Ce serait trendline baissière ici. On achète les trendlines baissières. On l'a breaké. Émotion, confirmation, acceptation. On attendra une accélération. Ça peut donc être joué complètement sur Ethereum. Mais ce sera catalysé par des décisions, par des informations que, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas. Et là, on va partir du côté des informations que j'ai... sélectionné pour vous. Allez, on y va. On commence avec ceci, me semble-t-il, je ne sais plus. Voilà. Première chose, FTX vend toutes ses actions GBTC, qui influent une pression vendeuse, puisque GBTC a transféré sur Coinbase une quantité non négligeable de Bitcoin. On parle ici de près de 750 millions de dollars de Bitcoin, qui très probablement ont été vendus ou sont en train d'être vendus, on le constate actuellement, par rapport à la vente massive de FTX, pour récupérer ces actions qui étaient coincées ou qui étaient holdées côté Grayscale. Bon, ça c'est la première chose. Il y aura une deuxième chose, on va intervenir juste après par rapport à ces mécanismes de vente et de pression vendeuse, parce que si FTX a commencé à avoir une pression vendeuse sur Bitcoin, partez du principe qu'il n'a pas que Bitcoin en réserve actuellement. Et on ira faire un petit tour sur une crypto qu'il a en très grande quantité, et je vous le dirai juste après, mais je pense que vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Les détenteurs de Bitcoin à long terme commencent à encaisser, alors que les investisseurs court terme subissent des pertes. Voilà, des petites fractales qui sont extrêmement pertinentes. Ici, on voit des magnifiques flux vendeurs, des volumes vendeurs, ou en tout cas des volumes tout court, et apparemment des prises de profit qui sont prises sur ces niveau de valorisation, donc 618, retracement Fibonacci, magnifique événement de liquidité. Bon, c'est vendu tout simplement. On utilise ces plays-là pour pouvoir vendre le marché. On avait déjà vu ça au début de semaine, ou c'était fin de semaine dernière,
par rapport au NUPL, donc Long Term Holder NUPL, et on est arrivé dans le vert ici. Puis généralement, si on reprend une fractale précédente, alors c'est depuis la création de Bitcoin, dès qu'on arrive sur ces niveaux en fait de consensus, il y a une forme de pression vendeuse qui se met en place. Ici, ça a été vendu, ici, ça a été vendu, ici, ça a été fortement vendu, ici un petit peu vendu, et il semblerait qu'actuellement, ce soit plutôt vendu. Est-ce que ça veut dire qu'on va cracher? Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre moins 50%? Pas du tout. C'est juste qu'il y a des personnes qui prennent des profits, et c'est toujours totalement et évidemment légitime de les prendre sur ces niveaux de valorisation. Maintenant, je vais essayer de mettre un tout petit peu d'huile dans le moteur, puisque c'est relativement baissier ce qu'on est en train d'observer, alors sur du très très court terme, bien évidemment, mais si on regarde par rapport au long terme order profit and loss, partez du principe qu'ils sont très loin d'être fortement en profit. Et si on peut éventuellement essayer d'encadrer des formes de top provisoires, on est encore extrêmement haut, pour être tout à fait honnête avec vous, par rapport au net profit and loss. Donc je m'explique de façon extrêmement claire. Si vous regardez ici le rouge, partez du principe que ça veut dire qu'ils étaient fortement en perte. Ici en rouge, fortement en perte, plutôt bottom de marché, plutôt bottom de marché. Ici, fortement en perte. Sur l'intercycle, plutôt quasiment à l'équilibre, j'ai envie de dire, et largement en gain, bien évidemment, sur les bull runs, tout le monde était gagnant, c'est juste formidable. On retrouvera très probablement ces situations de marché, et à ce moment-là, il faudra tout simplement pas se surexposer et commencer à TP, tout simplement, bien qu'on ait déjà commencé à le faire. Et ici, on est encore en fait extrêmement haut. En fait, les long term holders ne sont pas encore très majoritairement en gain, donc on peut encore avoir une forme de dégradation, voire repartir dans un bull run. Mais actuellement, consolidation. Donc de savoir si ici Bitcoin a trouvé son top générationnel, absolument pas. En tout cas, j'exclus à cette heure et à cet instant ce narratif-là. Je pense qu'on peut continuer à consolider, repartir peut-être un petit peu dans la perte, mais derrière des gros bull runs qui vont commencer d'ici les 3 prochains mois et un catalyseur très fort, ce sera bien évidemment l'halving. Donc actuellement, si on part du principe que les holders très long terme ne sont pas suffisamment en gain, c'est pas maintenant qu'ils vont prendre maximum des profits. Je ne dis pas qu'ils n'en prennent pas, je dis que massivement ils n'en prendront pas sur ce niveau de prix. Ce serait pas très rationnel de le faire à ce moment-là. Une news, une information qui a été partagée dans R sur le Discord des rois du marché, donc merci à toi. Trésor, 66 000 utilisateurs potentiellement concernés par une faille de sécurité. Quand c'est pas Ledger, c'est Trésor. Je vous laisserai, si vous avez un Trésor, aller regarder de ce côté-là. Généralement, ce sont des mails, des noms, des prénoms, voire des adresses postales qui sont récupérées. Donc il faut faire attention par rapport à ça, puisqu'on est assujetti à des tentatives de phishing. Voilà, bonjour, c'est Trésor, vous avez eu une faille de sécurité sur votre Trésor, pouvez-vous nous donner votre clé privée? Bon, grosso modo, ne faites jamais ça. Je rappelle également que Ledger ne vous contactera jamais par téléphone. Généralement, ces entreprises-là ne contactent jamais les gens par téléphone. Ils vont contactent par mail, des mails SSL, donc généralement sécurisés, avec bien la domination @ledger.com ou ledger.fr ou ledger.io, où vous avez compris un petit peu l'idée. Mais regardez bien ça pour voir si l'adresse mail est bien sécurisée et bien validée sur des certificats de conformité. Donc c'est généralement, dans 100% des cas, c'est du mailing, c'est du mailage. Il y a un problème ou quoi que ce soit, vous le savez, mais par mailage. Vous ne le savez pas au téléphone. Si c'est un coup de téléphone, vous avez 99,99% de chances que ce soit une arnaque, qu'on vienne vous chercher vos seeds, tout simplement, pour prendre le contrôle de vos données. Une information aussi très importante, même si je pense qu'elle n'a aucun impact à l'heure actuelle sur le marché, et notamment cryptoactif, c'est Wildtio qui nous l'a partagé, ici, par rapport à une idée, à une proposition de loi, par rapport à la fiscalisation sur les stablecoins, non pas par rapport au stablecoin vers fiat, mais plutôt crypto vers stablecoin. Donc l'idée pourrait y avoir une imposition lors de la conversion crypto-monnaie en stablecoin, mais d'une non-imposition lorsque ces stablecoins sont utilisés à l'achat d'un bien et d'un service, comme si c'était l'euro. En somme, vous avez bien compris le mécanisme. De crypto, stablecoin, crypto, stablecoin, il y a une imposition. Honnêtement, ça va mettre un gros coup dur sur les dérivatifs, si jamais ça a englobé l'intégralité de ces mécanismes. Par contre, l'idée en fait que ce soit stablecoin vers les biens et services que nous pouvons avoir au quotidien, qui permet bien évidemment de dynamiser l'économie réelle, c'est un petit peu aussi le but du jeu, partir du principe que ça n'aurait pas une question fondamentale. Ici, nos juristes ou nos représentants politiques ne souhaitent pas en fait contrôler la sortie, ils souhaitent contrôler l'entrée. Et quand vous contrôlez l'entrée, par défaut, vous contrôlez bien évidemment la sortie. Et c'est clairement ce qu'ils cherchent à faire. Généralement, ça ne marche pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'on restera sur les sorties et on n'arrivera probablement pas à fiscaliser au travers des échangeurs,
notamment DeFi, de pouvoir gérer ces transactions avec les stablecoins. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on peut directement ponctionner un impôt sur les stablecoins, sur les transactions? Mais bien évidemment, les stablecoins sont programmés. Hein. Je vous le dis en toute franchise, il n'y a pas de décentralisation dans les stablecoins. Donc, partez du principe que si on veut prendre une transaction, prendre un impôt, prendre quelque chose sur les stablecoins, c'est parfaitement possible sur les transactions. Bitcoin, c'est compliqué, mais Bitcoin, stablecoin, Ethereum, stablecoin, quel que soit le stablecoin, ils sont tous programmés. Or, les DAI ou éventuellement les je ne sais plus quels cryptos qui tentent de proposer des stablecoins dits décentralisés, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Partez du principe que ça va être attaqué. Et si ce type de choses passe, ce sera attaqué de front, de frontal, directement par les autorités, les institutions financières ou représentatives de nos gouvernements. Et on parle ici de l'Europe. Je pense que ça ne passera pas. Encore une fois, je ne connais pas l'avenir, mais c'est extrêmement difficile de gérer, de fiscaliser l'entrée. Généralement, on fiscalise les sorties, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. En parlant de ça, je suis tombé, comme j'ai regardé Waltio, je suis tombé sur une information extrêmement pertinente. Je ne l'avais pas vu passer, donc sinon je vous l'aurais éventuellement partagé. Waltio, la solution française de calcul de fiscalité crypto. Je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo, et vous avez un lien dans la description si ça vous intéresse, pour pouvoir calculer votre imposition sur les entrées-sorties directement depuis Waltio. Ils ont levé 1,8 million d'euros, donc bravo à vous, et on avait réalisé une vidéo avec Pierre Morisot. Juste ici, vous la retrouvez dans la playlist des rois du Bitcoin, interview, crypto, monnaie et AMA. Ici avec Pierre Morisot et juste ici avec Valentin. Donc n'hésitez pas à aller regarder soit un tuto, soit plutôt un partage de projet et la vision globale de Waltio. J'ai pris un grand plaisir de les réaliser. Si vous les avez loupés, elles sont ici dans la playlist Roi du marché. Binance et la SEC s'affrontent au sujet d'une surveillance des crypto-monnaies par le régulateur. Voilà, ça, je pense que c'est clairement catalysant. C'est exactement ce qui est en train d'être pricé très probablement par le marché. C'est est-ce que oui ou non, un juge, Jackson, va ou pas valider le fait que 10, 15, 20, 50 cryptos qui ont été vendus à un moment donné aux Américains, sur le sol américain ou passés dans les mains des Américains, éventuellement. Des cryptoactifs type Terra Luna, type Mir Protocol, type ce que vous voulez, ou l'UST de Terra Luna. Est-ce que oui ou non, ça va être considéré comme des titres financiers non enregistrés? En fait, elle est là la vraie question. Et actuellement, il semblerait que le marché tente de le pricer. Pas forcément à la hausse. Donc en fonction de cette décision, si oui ou non il y a un procès ou des éléments suffisamment épais pour pouvoir intenter un procès, actuellement il passe devant un juge, on pourrait considérer ça comme une conciliation en France, si vous voulez. Et la question à se poser, c'est est-ce que ça part ou pas avec un accord, comme il a déjà été évoqué avec Binance précédemment, et il a accepté un accord avec la SEC et avec la CFTC. Est-ce que ça va être exactement la même chose, ou est-ce qu'à ce moment-là, non, ça va en frontal directement auprès des juridictions compétentes, évidemment. Bon. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Donc en fonction de la réponse, ça catalysera très probablement soit une dégradation, soit un rebond extrêmement fort au niveau des cryptoactifs. Mais actuellement, ça semble pas être franchement très bon, puisqu'ils ont gagné la SEC dernièrement, donc il y a à peu près 2 semaines. Ils ont obtenu une décision de justice en leur faveur qui opposait notamment Terra Luna Labs, etc. La SEC exploite d'ailleurs sa faille, je vous ai retrouvé la news, exploite sa victoire contre Terraform Labs pour renforcer ses poursuites contre Coinbase et Binance. Donc c'est clairement, encore une fois, on en avait parlé ensemble lors d'une vidéo présente, je crois que c'était au niveau du live, que 97 ou 98% des décisions de justice sont aujourd'hui prises par les juges sur les fondements de jurisprudence. Et donc, la victoire qu'ils ont obtenue dernièrement font office maintenant de jurisprudence, au même titre que pour Binance, la victoire de Ripple fait office de jurisprudence. Le juge Jackson en décidera si oui ou non on peut aller plus loin ou pas, tout simplement. Binance contre la SEC, le grand jour est enfin arrivé. J'aime bien aller tout au fond, moi, tout en bas, vraiment, je regarde pas forcément les articles, je vais regarder les conclusions. Reste maintenant à savoir si l'affaire ira devant les tribunaux ou si l'un des deux parties trouveront un accord, ce qui arrive très souvent dans le même genre de dossier, mais quoi qu'il arrive, cela pourrait être à nouveau un coup dur pour l'exchange de Rissaxen, déjà mis à genoux par le précédent arrangement. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Il faudra être extrêmement attentif. Est-ce qu'on peut le jouer? La réponse est non. Je vous le dis en toute franchise, on ne jouera pas, puisque les algorithmes de trading sont tellement rapides pour en fait percevoir ce type d'informations et partez du principe que des insiders, ça existe également, qui auront l'information avant et nous mettra dans une position très inconfortable pour pouvoir jouer le play. Je vous prends un exemple extrêmement concret. Est-ce que vous pensez réellement que c'est
rationnel de shorter ici debout sur la table? En fait, la réponse est non. C'est pas rationnel de shorter debout sur la table. Donc on est en train d'aller chercher de la liquidité. Techniquement parlant, c'est extrêmement propre, mais généralement on attendra des rebonds. On va chercher la liquidité, possiblement dans une zone de rechargement de vente. Pourquoi pas hedger ou prendre un play de retournement, ce qui considérait comme une troisième borne par exemple de range, pour faire une A, B et C dans une plus grande A en 5 vagues, B et grande C, avec 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc il y a du temps encore, je pense une longue latéralisation de cet intercycle. On a le temps pour se positionner ici sur Bitcoin. Je pense qu'on aura la possibilité et tout le loisir d'acheter du Bitcoin moins cher dans les prochaines semaines ou prochains mois. Attendez que le marché vienne à vous, traders. Ça commence à être un petit peu compliqué. Si vous voulez chercher de la poche de liquidité, attendez bien les réintégrations. Et range trader, vous avez dû vous faire stopper, ou en tout cas, vous n'êtes pas loin de vous faire stopper. Je rappelle que pour les institutionnels, parce que souvent on a tendance à faire des leviers un peu serrés, avec des stops un peu serrés, des leviers un petit peu trop exagérés. Partez du principe que généralement les plays qui sont joués par les institutionnels, par la smart money, par les traders, c'est plutôt des ratios de 1 pour 1. Donc si vous prenez des ratios de 1 pour 1 par rapport à cette capture de liquidité, par rapport à un objectif éventuellement vis-à-vis du déséquilibre de marché, ou la petite poche de liquidité qui se trouve actuellement sur les 44 000 ou les 45 000 $, on va partir sur 45 000 $, à partir du principe que les stops se trouvent généralement sur des ratios dits de 1 pour 1. Voilà, donc les ratios de 1 pour 1, ça nous envoie aux alentours des 35 000 $. Donc à ce moment-là, on pourrait aller chercher beaucoup de liquidités qui se trouvent actuellement ici si on décidait de se positionner juste là. C'est comme ça qu'il faut réellement le prendre, tout simplement. Et là, il y a de la liquidité qui s'y trouverait évidemment, 34 000, 35 000 $, avec une cascade de liquidation. En somme, si on fait quelque chose comme ça et que derrière on décide d'aller chercher, on peut avoir des accélérations assez franches sur ces ratios de 1 pour 1, dit ratio institutionnel. Pas plus de choses à vous dire, j'espère que je vous ai aidé. On fera, allez, comme il nous reste encore une minute, on fera 22-23 minutes, c'est très bien. Par rapport à l'inflation, je suis tombé ce matin sur l'inflation, c'est encore une fois quelque chose de très catalysant, ça fait partie du troisième levier, on a 3 leviers qui est fortement catalysé par des décisions notamment monétaires, des décisions politiques, gouvernementales, voire des décisions de marché, ou en tout cas des anticipations de marché, inflation, croissance et emploi. Et on voit sur Trueflation qu'on est passé allègrement sous les deux et qu'on se maintient sous les deux. Alors c'était assez drôle, puisque je vous le dis en toute franchise, vous me direz dans les commentaires si ça, vous avez fait la même chose, mais j'avais regardé en fait avant le 5 janvier, ou 6 janvier, ou 7 janvier, on n'était pas en dessous des 2%. On était à 2,18, 2,19. Donc peut-être qu'il y a une modification au niveau de l'algorithme sur Trueflation, c'est pas impossible. Est-ce qu'on peut réellement se positionner sur ce type d'indicateur? En fait, on n'a pas trop le choix. Si on veut essayer éventuellement d'avoir une forme d'anticipation pour renforcer éventuellement une intuition, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce type d'outil, qu'il soit plus ou moins bien, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il est complètement représentatif, et ce qu'on nous donne, c'est la vérité absolue. Évidemment, non. Mais ça nous donne potentiellement une tendance, et ça permet en fait de renforcer ou de confirmer ou d'invalider des billets qu'on peut avoir ou des confirmations qu'on pourrait avoir dans le futur. Donc actuellement, 2%, on est allègrement au-dessous. La question est de savoir, est-ce que ça continue au niveau d'une tendance extrêmement long terme, enfin moyen terme, vers une déflation. Et déflation comme récession ne sont clairement et actuellement pas pricées par le marché. Si vous voulez regarder l'impact d'une déflation, c'est exactement ce que la Chine est en train de vivre. Vous allez chercher l'indice chinois, qui se trouve juste ici, HSI. Honnêtement, c'est pas très bullish l'histoire. Je vous le dis en toute franchise, c'est pas très joli à voir. L'indice chinois, depuis entre guillemets la reprise post-Covid, on est quasiment allé chercher des nouveaux plus hauts pour la reprise, a perdu près de 50%. Je vous le dis franchement, c'est beaucoup. Vous prenez le même cas par rapport au S&P 500, ça ferait mal en réalité de se retrouver dans une situation aussi inconfortable. Et actuellement, la Chine se retrouve dans une situation confortable. Donc il y a une news qui est passée comme quoi la Chine rentrait en déflation et c'était dramatique. Et ils avaient lancé un nouveau grand plan de liquidité de plus de 283 milliards de dollars. Je l'ai vu passer quelque part sur mon fil d'actualité. Donc ils n'ont tout simplement pas le choix. Voilà. Donc c'est au moment où on arrivera réellement sur un plateau et qu'on aura cherché le bas du bas, entre guillemets, par rapport à ces niveaux de valorisation. Mais ça peut être super pertinent, puisque si on était rationnellement serein, c'est peut-être le marché chinois qu'il faudrait regarder actuellement plutôt que le marché US, si vous voulez. Même si tout porte à croire qu'il faudrait regarder le contraire. Généralement, les plus belles opportunités se créent dans la peur et dans le déni
le plus total. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une vidéo que j'ai rédigée avec Jean Massiache. On parlera de Fungible. J'espère que ça vous plaira. C'est un hama. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, un petit peu dans la même lignée que Ovalie, le soir du rugby. Là, on parlera du soir du tennis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec lui. On se retrouve donc demain et jeudi pour une vidéo d'actualité avec les rois du Bitcoin.